Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le grand reporter franco-iranien Emmanuel Razavi. Oui, spécialiste du Moyen-Orient. Votre dernier ouvrage, Emmanuel Razavi, La pieuvre de Téhéran. Bonjour à vous, Emmanuel. Bonjour Dimitri, merci de me recevoir. Je vous en prie, on a vécu ces événements iraniens qui ont commencé maintenant. C'est un film au long cours. On a beaucoup parlé ensemble au mois de janvier lors de la répression sanglante par le régime de ces soulèvements populaires dont on se demandait où ils pouvaient déboucher. On va peut-être avoir des réponses dans les jours qui viennent. La pieuvre de Téhéran, c'est le titre de votre dernier livre coécrit, donc publié aux éditions du Cerf. Elle a perdu quelques tentacules, cette pieuvre iranienne. Ce week-end, Emmanuel Razavi, après cette opération baptisée Fureur épique, menée conjointement donc par les États-Unis et Israël comme bras armés. Alors vous avez des relais sur place en Iran, Emmanuel, avec qui il demeure quand même relativement difficile techniquement d'échanger. Qu'est-ce qui vous remonte d'Iran depuis ce week-end, Emmanuel? Racontez-nous. Alors vous avez raison de le spécifier en fait, Dimitri, ce n'est pas simple en fait de discuter, en tout cas avec certains endroits en fait en Iran. Alors les retours que j'ai, c'est que évidemment il y a une attente, il y a un espoir, une espérance, je dirais, de la part en fait des Iraniens qui veulent voir ce régime tomber. Je rappelle toujours quand même ce chiffre. L'été dernier, vous savez, au mois de juillet, il y a eu une étude qui a été distribuée en France par la Fondapol, qui avait été réalisée par la fondation Gaman, qui analyse les tendances en fait en Iran. 81%, disait cette étude, des Iraniens ne veulent plus entendre en fait parler de République islamique. Et puis bon, il y a eu ces fameux massacres, en fait des 8 et 9 janvier, terribles, tragiques, c'est des crimes de masse, on parle de crimes contre l'humanité. Évidemment, les Iraniens attendaient majoritairement l'intervention, la demandaient pour beaucoup l'intervention en fait des Américains et des Israéliens. Et donc c'est un mélange, si vous voulez, à la fois d'espérance et puis en fait de peur. Moi, dans les retours que j'ai eus, ça dépend encore une fois évidemment en fait des villes, des endroits. Il y a une chose qui est sûre, c'est que la majeure partie des gens se réjouissaient de la mort du guide suprême de la République islamique, Ali Khamenei. Pour autant, je vous dirais, Dimitri, qu'il ne faut pas s'emballer parce qu'on ne connaît pas l'issue de toute façon en fait de ce qui va se passer. Vous avez 31 provinces en fait en Iran. Il y a des provinces comme le Baloutchistan iranien ou l'Azerbaïdjan en fait iranien qui commencent à être touchés depuis un petit moment par une crise en fait alimentaire. J'ai discuté avec des chefs des oppositions iraniennes, notamment l'un des chefs en fait du parti des partis azéris, qui me disait qu'il craignait une catastrophe humanitaire. Donc évidemment, tout le monde a à l'esprit que il peut y avoir aussi une situation qui bascule, malgré, encore une fois, je le souligne, l'espérance, puis surtout l'espérance que ça aille vite et que le régime tombe. Mais est-ce que le régime n'avait pas anticipé sa décapitation? On l'a vu réagir militairement en frappant ses voisins arabes et Israël également ce week-end. Et puis, vous êtes souvent venu nous expliquer sur Europe 1, Emmanuel Razavi, que le régime avait intéressé financièrement ces séides à son maintien. Il y a beaucoup de gens qui n'ont absolument pas intérêt à ce que le régime tombe. Alors vous avez raison, vous savez que moi je parle en général des rentiers en fait du régime, c'est-à-dire en fait ceux qui travaillent pour les administrations évidemment publiques, mais également en fait les fameux gardiens de la Révolution qui sont le bras armé du régime, ou du Basij, la milice civile des gardiens de la Révolution, mais ils représentent une minorité, ces gens-là. L'Iran, c'est 90 millions d'habitants environ, Dimitri. Ces gens-là aujourd'hui ils représentent probablement 10 à 15% encore en fait des Iraniens. C'est pas rien, mais ils sont extrêmement minoritaires. L'autre chose, c'est que j'ai interviewé il y a pas très longtemps le cofondateur des Gardiens de la Révolution, qui s'appelle Mohsen Zazegara, qui me disait qu'en fait une partie des Gardiens de la Révolution de toute façon étaient prêts à poser les armes. D'abord et d'une parce qu'il y a des appelés au sein des Gardiens de la Révolution qui font leur service militaire, on n'en parle jamais. Ces gens-là, ils n'ont pas du tout envie d'aller tirer, si vous voulez, sur leurs voisins, leurs cousins. Ils sont comme beaucoup d'Iraniens, ils ont aussi l'envie de voir ce régime tomber. Vous avez une partie des Gardiens de la Révolution aujourd'hui qui sont, qui étaient en rupture avec le guide parce qu'il lui reprochait justement d'avoir installé une corruption endémique depuis son arrivée au pouvoir en 1989. Et donc vous avez, si vous voulez, peut-être 10 à 15% de ces Gardiens de la Révolution qui sont dangereux, qui sont idéologisés, qui considèrent, c'est d'ailleurs ce qu'ils apprennent, à leur cadet. Vous savez, il y a une école des officiers des Gardiens de la Révolution. Les jeunes officiers, on leur apprend en fait que, l'heure de l'apocalypse est arrivée depuis plusieurs mois. On leur réapprend ces théories en fait millénaristes, apocalyptiques. C'est l'heure de la lutte finale contre
le mal incarné sur terre par les États-Unis et par Israël. Donc bien sûr, ces gens-là sont dangereux, ces gens-là soutiennent le régime, mais ces gens-là sont quand même très minoritaires. Est-ce que vous avez été surpris de ce qui s'est passé ce week-end, Emmanuel Razavi? Parce que c'est vrai, il y avait cette petite musique. Donald Trump, il a promis une intervention. Finalement, ça ne se fait pas. Et puis l'histoire, ces dernières semaines, disons-le aussi, c'était que les Iraniens baladaient leur monde, comme d'habitude, dans les négociations sur le nucléaire avec les États-Unis en Suisse. Et finalement, c'est un peu eux qui avaient les cartes en main. Alors, oui et non, parce qu'en fait, ces négociations, Dimitri, vous avez raison de le rappeler, il y avait ces négociations, mais les gens qui négociaient n'étaient pas forcément alignés sur le guide suprême. Vous savez, le régime, il est fracturé en Iran. Vous avez ces fameux conservateurs qui s'opposent aux réformateurs. Les conservateurs, ce sont les tenants de la ligne dure, comme Ali Khamenei, qui a été tué, le guide suprême. Et puis les réformateurs, c'est plutôt, en fait, les clans mafieux, affairistes. Et c'était eux, en fait, qui voulaient absolument arriver, en fait, à une négo, mais les plus durs du régime n'en voulaient pas. Des rapports, paraît-il, alors je le dis avec beaucoup de réserve, mais j'ai eu en fait un officiel américain là à quelques heures en fait des bombardements qui me disait que les services américains avaient la preuve que l'Iran était très proche d'obtenir en fait la bombe atomique et donc il y avait un risque majeur, notamment en fait pour Israël, ce qui peut expliquer que Trump ait pris cette décision, sachant que les gens avec lesquels les diplomates américains, si vous voulez discuter, finalement n'étaient pas du tout en fait en phase avec avec le président, pardon, d'une part, mais aussi avec le guide suprême. Il y a une chose qu'il faut avoir à l'esprit, Dimitri, c'est que encore une fois, ceux qui voulaient la paix voulaient absolument trouver, si vous voulez, le moyen de préserver, de sauver, je dirais, la mainmise qu'ils ont en fait évidemment sur le business en fait, sur l'économie en fait iranienne, là où le guide suprême était aligné de façon très claire sur encore une fois un schéma qui est un schéma en fait conflictuel et c'est ce qu'on va voir dans les prochains jours. Vous l'avez très bien dit, Dimitri. On va voir ce que ça va donner parce qu'il y a une partie de ces gens en fait du régime qui ne lâcheront pas. Maintenant, vous l'avez dit aussi, il y aura quand même un certain nombre qui ont été abattus. Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter et c'est vrai que on va continuer à suivre ces événements. Tiens, juste pour l'anecdote, la stratégie de sécurité nationale américaine, dont on avait beaucoup parlé quand elle est parue fin novembre 2025 par Washington, affirmait que le Moyen-Orient a cessé d'être l'irritant constant et la source potentielle de catastrophes imminentes qu'il fut à une époque. Ça, si, c'est un peu du brouillard de guerre, d'une certaine manière. Ces mots rassurants de l'administration américaine qui passe à l'offensive à une échelle quand même qui a impressionné le monde entier. Merci Emmanuel Razavi d'avoir été ce matin avec nous sur Europe 1. Je rappelle votre dernier ouvrage, La pieuvre de Téhéran, publié aux éditions du Cerf. Restez avec nous sur Europe 1.